Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Hannah Arendt, du mensonge à la violence. Réflexion générale sur le politique. Le Vietnam représente l'aboutissement logique de la guerre froide ou de l'idéologie anticommuniste. Le problème fondamental posé par les documents est celui de la tromperie. Point crucial, la confiance accordée à la politique du gouvernement, intention de pratiquer l'insincérité en matière politique. Le secret, ce qu'on appelle diplomatiquement la discrétion, les mystères du pouvoir, la tromperie, la falsification délibérée et le mensonge employé comme moyen légitime de parvenir à la réalisation d'objectifs politiques font partie de l'histoire. La véracité n'a jamais figuré au nombre des vertus politiques et le mensonge a toujours été considéré comme un moyen parfaitement justifié dans les affaires politiques. Négation délibérée de la réalité, la capacité de mentir et la possibilité de modifier les faits, nous sommes capables de dire quand il pleut, le soleil brille. Nous sommes libres de changer le monde, liberté mentale de reconnaître ou de nier. L'action est la substance même dont est faite la politique. La falsification délibérée porte sur une réalité contingente. La tromperie n'entre jamais en conflit avec la raison, car les choses auraient pu se passer effectivement de la façon dont le menteur le prétend. Le menteur possède le grand avantage de savoir d'avance ce que le public souhaite entendre ou s'attend à entendre. Effrayante confiance des dirigeants totalitaires dans le pouvoir du mensonge, dans leur aptitude à réécrire sans cesse l'histoire. Dans un système économique socialiste, il n'existe pas de chômage en refusant de reconnaître son existence. Poussé au-delà d'une certaine limite, le mensonge produit des résultats contraires au but recherché. Forme anodine qu'utilisent les relations publiques dans l'administration qui ne sont qu'une variété de la publicité. Le spécialiste en relations publiques s'occupe et se préoccupe simplement d'opinion et de bonnes dispositions de l'acheteur. La seule limite est lorsqu'il s'aperçoit de l'impossibilité de vendre certaines opinions ou convictions politiques. Si l'on exclut la terreur, l'influence du comportement et la carotte et le bâton. Pour le président des États-Unis, ce sont ses conseillers, les responsables de la sécurité nationale qui filtrent les informations en interprétant à son intention le monde extérieur. Se trouvent à l'échelon les plus élevés de l'administration des spécialistes de la solution des problèmes, hommes sûrs d'eux-mêmes qui ne doutent pas de leurs aptitudes, différents de Colombo. Ils sont persuadés que la politique n'est qu'une variété des relations publiques, en rejetant tout sentimentalisme. Il s'efforçait de découvrir des lois permettant d'expliquer l'enchaînement des faits historiques et politiques et de le prévoir. Les hommes d'action, pour autant qu'ils estiment être maîtres de leur avenir, sont toujours tentés de se rendre également maîtres du passé. Ils seront tentés de faire concorder la réalité envisagée par eux. Pour Hegel, l'unique intention de la contemplation philosophique est l'élimination de l'accident. Il ne suffit pas d'assassiner Trotsky et de supprimer son nom de toutes les sources historiques pour effacer le souvenir du rôle qu'il a joué dans l'histoire de la révolution russe. Au Pentagone, les décisions erronées et les déclarations mensongères étaient toujours en contradiction avec les rapports étonnamment véridiques des services de renseignement. La politique du mensonge était à des fins de propagande aux fins de tromper le Congrès, veiller à ce que le peuple sud-vietnamien puisse librement déterminer son avenir. À partir de 1965, la notion d'une victoire décisive passa à l'arrière-plan, et l'objectif fut de convaincre l'ennemi qui ne pourrait jamais parvenir à vaincre. Puis éviter une défaite humiliante, hantise de la défaite non sur la réputation des États-Unis et de leur président, conserver la crédibilité de leurs garanties. Faire d'un petit pays dépourvu de toute importance stratégique un test de la capacité des États-Unis à aider une nation à affronter une guerre communiste de libération.
L'objectif était l'image de la plus grande puissance mondiale, puis éviter l'humiliation, enfin sauver la face. L'enjeu est l'esprit des gens sur la puissance prédominante. Non comme De Gaulle pour recouvrer une certaine prééminence d'une puissance coloniale. Les dirigeants élus croient en la toute-puissance de la manipulation sur l'esprit des hommes et pensent qu'elle peut permettre de dominer réellement le monde. Ils n'ont pas eu conscience de l'effroyable et silencieuse misère de leur solution. La guerre a pris une tournure désastreuse. Du fait que les responsables de la sécurité nationale se sont constamment trompés sur les réactions de chaque public. Le modèle que la bureaucratie avait conçu faisait totalement abstraction des réalités. Nous trouvons dans les documents du Pentagone sous l'administration d'Eisenhower les opérations de guerre clandestines, où le pouvoir exécutif estimait nécessaire pour s'engager dans la guerre d'obtenir l'autorisation du Congrès. Sous Kennedy, cela ne fut plus sérieusement soulevé. Diffusion de tracts contenant des allégations mensongères, détérioration des moteurs d'autobus à Hanoï et d'une classe d'anglais destinée aux maîtresses des personnalités. Dès 1950, pour la théorie des dominos, la cité avait répondu qu'aucune nation dans ce secteur ne succombera aux communistes. Sous Nixon, il pouvait se retirer. La décision de bombarder le Vietnam du Nord fut cependant prise pour briser les volontés. L'inexistence d'un bloc sino-soviétique et l'hostilité résolue de Staline, politique impérialiste de l'Amérique, lancée dans la domination du monde, obstination à gaspiller leurs ressources à l'endroit où elles ne servent à rien. En janvier 1945, Mao Tse-tung et Chou En-lai avaient pris contact avec le président Roosevelt en vue de l'établissement de relations diplomatiques afin d'éviter que la Chine ne dépende totalement de l'Union soviétique. Il n'y eut jamais de réponse. Notion des arcana impérus, du secret d'État, prétendument indispensable au fonctionnement de l'appareil gouvernemental. L'efficacité de la tromperie et du mensonge dépend entièrement de la notion claire de la vérité que le menteur et le trompeur entendent dissimuler. Confusion et mensonge dans le cas du Vietnam. Ignorance des réalités de la révolution chinoise et du différend vieux de 10 ans entre Moscou et Pékin, et que le Vietnam avait combattu les envahisseurs étrangers depuis près de 2000 ans. Le Vietnam n'est pas dépourvu de culture, mais d'importance stratégique. Échec désastreux de la politique américaine par un refus délibéré et obstiné durant 25 ans de toutes les réalités. Une puissance de feu 1000 fois supérieure, incapable de triompher. Dépenses ruineuses n'ayant servi qu'à démontrer l'impuissance de la force des grands. On peut conclure que plus un trompeur est convaincant et réussit à convaincre, plus il a des chances de croire lui-même à ses propres mensonges. Manipulation d'opinion dans un pays libre sans y parvenir réellement. Processus d'autosuggestion interne, Hexberg. Les trompeurs ont commencé par s'illusionner eux-mêmes. Imperturbable confiance en eux-mêmes. Ils étaient convaincus de pouvoir remporter un succès total, non pas sur le champ de bataille, mais dans le domaine des relations publiques. L'opinion publique était l'enjeu. La défaite paraissait beaucoup moins redoutable que la reconnaissance de la défaite. Dissimuler la vérité pour éviter, lors de la prochaine élection, le président en exercice soit le premier président des États-Unis à perdre la guerre. Processus d'autosuggestion interne, distinction entre le réel et l'imaginaire, qui devient étrangère à un esprit entièrement coupé des réalités. Le dupeur qui se dupe lui-même perd tout contact avec son public et le monde réel. Les spécialistes de la solution des problèmes n'appréciaient pas, ils calculaient. Risque par rapport aux avantages. On n'a recherché au Vietnam ni la conquête de territoire, ni des avantages économiques. Inconscience du calcul, coût, résultat, risque. Combinaison suicidaire de l'arrogance du pouvoir. Les esprits se sont égarés. Idéologie de l'anticommunisme. Le président Truman a pris la décision de lancer la bombe sur Hiroshima dans le but d'effrayer les Russes et d'empêcher leur mainmise sur l'Europe de l'Est. Doctrine d'un monde rempli de dominos. La désobéissance civile ne peut se manifester et exister que parmi les membres d'un groupe. Un individu isolé ne saurait tirer à conséquence, considéré comme un excentrique. La désobéissance civile réellement significative
doit être le fait d'un certain nombre de personnes qui rassemblent un intérêt commun. Distinction entre objecteurs de conscience et désobéissance civile. Communauté d'intérêt qui s'oppose à la volonté gouvernementale contre minorité organisée. Figure de Socrate et taureau, rapport entre la conscience morale du citoyen et la loi. Socrate, durant son procès, ne conteste pas les lois. Il ne va pas se prévaloir de cette infortune personnelle pour violer les accords et les conventions. Il se trouve en désaccord, non pas avec les lois, mais avec les juges. Il a renoncé à l'exil, il préfère la mort. Car une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue. Il se devait de rester et de mourir, sinon il ne pouvait vivre en paix avec lui-même. Criton de Platon. Taureau est moins dramatique. Il passa une nuit en prison pour avoir refusé de payer l'impôt électoral à un gouvernement qui reconnaissait l'esclavage. Il protestait contre l'injustice des lois elles-mêmes. Il introduisit ainsi le terme de désobéissance civile. Sa tante paya à sa place. L'abus n'a pas à faire de vous un agent de l'injustice. La conscience est apolitique. Pour Taureau, ce peuple doit cesser d'avoir des esclaves et faire la guerre au Mexique. Machiavel disait « J'aime ma patrie plus que mon âme ». Pour Lincoln, il existe une discrimination sur l'esclavage, entre les devoirs de sa charge et le désir personnel. La distinction entre l'âme et la patrie ne prouve que Machiavel était athée et qui ne croyait ni à la damnation ni au salut éternel. Selon Aristote, l'homme vertueux ne pouvait être un bon citoyen que dans un bon état. Socrate déclare « Il est plus honteux de commettre une injustice que de la subir ». Le sophiste et le théète développent ce thème socratique des rapports entre le moi et la conscience. Les hommes de vertu et de courage ne se révèlent que dans les circonstances critiques. Dans la parole de Dieu, obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes. En vérité, aujourd'hui, les lois semblent avoir perdu leur pouvoir, et l'histoire nous apprend que les révolutions sont précédées d'une désintégration des systèmes politiques, érosion progressive de l'autorité gouvernementale. Ce qui conduit les citoyens à douter de leur légitimité, prolifération cancéreuse des désobéissances et faillite du service public. Les actes de désobéissance civile interviennent lorsqu'un certain nombre de citoyens ont acquis la conviction que les mécanismes normaux de l'évolution ne fonctionnent plus ou que leurs réclamations ne seront plus entendues ou suivies d'aucun effet. Exemple, 7 ans de combat au Vietnam, sans déclaration de guerre. Celui qui désobéit s'institue lui-même porteur d'un autre droit. Le délinquant, lui, agit que pour son propre intérêt, même s'il appartient à une organisation criminelle. Le but de la désobéissance est la persuasion, ou pour mettre en relief les problèmes. La non-violence est une caractéristique nécessaire, car ce n'est pas la révolution, même s'il éprouve le même désir de changer le monde. Gandhi est le meilleur exemple. Les affaires de ce monde suivent un cours si changeant que rien ne demeure longtemps dans le même état, Locke. Le changement constant est inséparable de la condition humaine. Mais la rapidité du changement n'est pas constante, elle varie. Exhortation de Marx à changer le monde. Besoin de changement, mais aussi besoin de stabilité chez l'homme. Le révolutionnaire devient conservateur le lendemain de la révolution. Les systèmes juridiques sont des facteurs de stabilisation. Lex romaine, nomos grec et Torah hébraïque. Christian B. Il est probable que dans les démocraties modernes, la désobéissance civile jouera un rôle de plus en plus important. Problème de la compatibilité avec la loi. Souplesse pour ne pas ouvrir la voie à la guerre civile et à la révolution. Obligation morale d'obéissance aux lois incombe à tout citoyen. Chacun est en même temps son propre maître et son propre esclave. Pour Eugène Rostow, l'obligation morale du citoyen dans une société fondée sur le consentement de ses membres. Tous les contrats, pactes et accords sont fondés sur un rapport de réciprocité. Le consentement, marque caractéristique d'un régime de liberté. L'esprit des lois, tel que l'entendait Montesquieu, est le principe qui inspire les actes de ceux qui vivent sous un système juridique et les fait agir. Les Américains considèrent l'association comme le seul moyen qu'ils aient d'agir. Les citoyens qui forment la minorité s'associent pour constater leur nombre et affaiblir l'empire moral de la majorité.
Quand une association n'est plus capable ou n'a plus la volonté d'unir, elle perd toute aptitude à l'action. Tocqueville. L'introduction de la désobéissance civile parmi nos institutions politiques pourrait constituer le meilleur remède à cette impuissance en dernier ressort du contrôle juridictionnel. Avec la partie d'échec apocalyptique et les affrontements guerriers ont perdu de leur efficacité, arbitre suprême depuis des temps immémoriaux. L'action violente, inséparable des moyens et des fins, les hommes s'avèrent incapables de contrôler les conséquences de leurs actions. Si la guerre est encore présente, c'est qu'il se trouve au fond de l'espèce humaine une secrète aspiration à la mort. Les événements représentant les concours de circonstances qui interrompent le déroulement des procédures et des processus habituels. Proudhon, la fécondité de l'imprévu excède de beaucoup la prudence de l'homme d'État. Clausewitz qualifie la guerre de continuation de la politique par d'autres moyens. Engels définissant la violence comme l'accélération du développement économique. Le physicien russe Sakharov, une guerre thermonucléaire serait tout autre chose qu'une simple continuation de la politique par d'autres moyens, mais un suicide universel. Renversement à l'avenir dans les relations entre petites et grandes puissances. Le potentiel de violence dont un pays peut disposer ne pourrait bientôt plus fournir une indication valable de sa force réelle, ni une garantie certaine entre le risque d'une puissance nettement plus petite et plus faible ne parvienne à le détruire. La puissance ne se mesure pas en termes de richesse, idée ancienne de la science politique. Pour Mao Tse-tung, le pouvoir est au bout du fusil. Georges Sorel s'efforça d'amalgamer le marxisme et la philosophie de la vie de Bergson en envisageant la grève générale. Approbation de Lénine et de la révolution russe. La révolte étudiante est un phénomène universel. Quand le conflit de génération ne coïncide pas avec un évident conflit avec des intérêts tangibles de groupe, la violence demeure surtout théorique et rhétorique. La force et la violence ne peuvent être des instruments efficaces de pression et de revendication sociale dans tous les cas où elles bénéficient d'un large soutien politique. Les nouveaux prédicateurs de la violence semblent ignorer qu'ils sont entièrement en désaccord avec les enseignements de Karl Marx. Pour Péguy, la révolution sociale sera morale ou elle ne sera pas. Tous les mouvements révolutionnaires ont eu pour instigateurs des hommes désintéressés, mus par la compassion ou par un goût passionné pour la justice. Marx et Lénine ne font pas exception. Le progrès ne devait pas se prolonger indéfiniment. Et la société sans classe de Marx, définie comme le règne de la liberté, marquant la fin de l'histoire. La violence n'est rien d'autre que la manifestation la plus évidente du pouvoir. Toute politique est une lutte pour le pouvoir. Or, le pouvoir, sous la forme ultime, c'est la violence. Wright Mills. Faisant écho à Max Weber, qui définissait l'État comme un rapport de domination de l'homme sur l'homme, fondé sur le moyen de la violence légitime, considéré comme pouvoir politique égale organisation de la violence. Pour Marx, l'État constitue un instrument d'oppression entre les mains de la classe dominante. Bertrand de Jouvenel, la guerre est l'activité essentielle des États. Sartre, dans Jouvenel, l'homme se sent plus homme quand il s'impose, fait d'autres les instruments de sa volonté, ce qui lui procure une joie incomparable. Le pouvoir, disait Voltaire, c'est la possibilité de faire faire à d'autres ce qui me plaît. Dans Jouvenel, commander, c'est être obéi, ce qui est la condition nécessaire pour qu'il y ait pouvoir, et la condition suffisante, ce sans quoi il n'existe pas cette essence qu'est le commandement. Alexandre Passerin, d'Entrèves, distingue violence et pouvoir. Il nous faut décider si et dans quel sens le pouvoir peut se distinguer de la force. Le pouvoir dans son optique est une force qualifiée ou institutionnalisée, violence mitigée. Se référant à l'ancienne notion de pouvoir absolu, c'est le soutien populaire qui donne leur pouvoir aux institutions d'un pays. Ce pouvoir se paralyse dès que la force vive du pouvoir populaire cesse de leur apporter son soutien, la force de l'opinion.
Tous contre un est la forme extrême du pouvoir, alors que celle de la violence, c'est un contre tous. Une minorité peut disposer d'un pouvoir beaucoup plus grand que celui auquel on pouvait s'attendre en se contentant de compter les voix obtenues dans les sondages d'opinion. Les plus grands penseurs utilisent au hasard puissance, pouvoir, autorité, passerelle en trêve. L'usage connu de ces mots n'est pas seulement une question de grammaire, mais aussi de perspective historique. Les utiliser comme des synonymes dénotent une certaine insensibilité et témoignent aussi d'ignorance des réalités. Le pouvoir correspond à l'aptitude de l'homme à agir de façon concertée. Le pouvoir appartient à un groupe tant qu'il n'est pas divisé. La puissance désigne une entité individuelle, c'est sa nature. La force est celle des circonstances, une énergie qui se libère au cours de mouvements physiques ou sociaux. La violence s'apparente à la puissance, sous son aspect phénoménologique, caractère instrumental. Le pouvoir institutionnalisé prend souvent le masque de l'autorité, exigeant une reconnaissance immédiate et inconditionnelle. Rien n'est plus fréquent que l'association du pouvoir et de la violence. La violence ne se manifeste qu'en dernier ressort. La violence est la condition indispensable du pouvoir, façade, gants de velours dissimulant la main de fer, sous peine de devenir tigre de papier. Différence entre la puissance des moyens de violence qui sont à la disposition de l'État et de ceux du peuple, le cocktail Molotov. Les manuels qui ont la prétention d'indiquer comment faire une révolution, idée fausse. Évolution graduelle passant de la contestation au soulèvement armé. Le gouvernement a la supériorité absolue tant que la structure du pouvoir gouvernemental demeure intacte, obéissance aux ordres. Quand ce n'est plus le cas, la situation se renverse brusquement. L'obéissance civile aux lois, au gouvernement, aux institutions n'est que la manifestation extérieure du soutien et du contentement. Quand le pouvoir est déjà dans la rue, il faut encore que quelques groupes d'hommes préparés à cette action s'en emparent et en assument la responsabilité. En France, la révolte des étudiants, bénigne et non violente, a révélé la vulnérabilité de tout le régime politique qui s'est désintégré sous le regard étonné des jeunes révoltés. En défiant un régime universitaire sclérosé, il se produisit une désintégration de toutes les hiérarchies. Les étudiants n'étant pas prêts de s'emparer du pouvoir et des responsabilités qui en découlent. Pour le régime totalitaire, la torture est le premier instrument de gouvernement. Police secrète et réseau d'indicateurs. Le pouvoir et non la violence est l'élément essentiel de toute forme du gouvernement. Le pouvoir peut se passer de toute justification du fait qu'il est inséparable de l'existence des communautés politiques, mais ce qui lui est indispensable, c'est la légitimité. Erreur de confondre comme faire des synonymes de soutien et obéissance. La violence peut être justifiable, mais elle ne sera jamais légitime. Le pouvoir et la violence, tout en étant des phénomènes distincts, ont habituellement des manifestations communes. La violence ne dépend ni de l'opinion ni du nombre, mais des instruments. Le pouvoir peut toujours être détruit par la violence. Le règne de la pure violence s'instaure quand le pouvoir commence à se perdre, la France en Algérie ou l'Angleterre en Inde. La stratégie de la résistance non violente, fondée sur le pouvoir des masses, a fonctionné avec Gandhi, car il avait l'Angleterre en face. Staline, Hitler ou le Japon auraient réglé par le massacre et la soumission et non par la décolonisation. L'impuissance engendre la violence, et dans le domaine politique, un pouvoir qui se sent diminué est tenté de compenser par la violence sa perte de pouvoir. Lorsque la violence n'est plus soutenue, on assiste au retournement. La terreur advient lorsque le pouvoir refuse d'abdiquer. Le pouvoir et la violence s'opposent par leur nature même. Quand un prédomine de façon absolue, l'autre est éliminé. La violence se manifeste quand le pouvoir est menacé, mais si on la laisse se développer, elle provoquera finalement la disparition du pouvoir. La violence peut détruire le pouvoir. Elle est parfaitement incapable de le créer. La violence procède de la fureur, qui a un des caractères irrationnels et pathologiques, comme toutes les émotions humaines. Dans l'histoire, des hommes engagés sont devenus
des enragés. La cause n'en est pas l'injustice, mais l'hypocrisie. Haine profonde de la société bourgeoise de Sorel, Pareto et Fanon. Révélation des tortueuses machinations et manipulations et risque d'être écrasé pour proclamer la vérité. Motivation de la violence. Notre propre mort s'accompagne de l'immortalité potentielle du groupe auquel nous appartenons. Sorel avait prédit le déclin de l'Occident en observant les signes très clairs d'un relâchement de la lutte des classes en Europe. Konrad Lorenz a découvert que l'agression joue dans le règne animal un rôle vital, essentiel. Sorel reconnaissait dans la violence l'expression d'une force vitale spécifiquement créatrice. Élan vital bergsonien, Sorel est demeuré fidèle à sa foi marxiste dans la classe ouvrière, c'est qu'il voyait dans les ouvriers des producteurs seule force créatrice dans la société, ceux qui avaient la charge, selon Marx, de libérer les forces productives de l'humanité. Le développement des technologies dépendra des savants et l'ouvrier refusa de demeurer prolétaire pour jouer le rôle révolutionnaire, les intellectuels devenant une nouvelle élite. Plus la vie publique a tendance à se bureaucratiser et plus on s'accroît à la tentation du recours à la violence. La bureaucratie est une forme du gouvernement où chacun est entièrement privé de la liberté politique et du pouvoir d'agir. Gouvernés par l'anonyme, nous sommes devant une tyrannie sans tyran. C'est la possibilité d'action qui fait de l'homme un être politique. Pavel Kohout, au printemps de Prague, définissait le citoyen libre comme un co-dirigeant de la cité. Tout affaiblissement du pouvoir est une invite manifeste à la violence. La question essentielle que se pose l'auteur est de savoir ce qui s'est passé réellement. En 1968, un mouvement politique s'est développé de façon spontanée et au lieu de se contenter de propagande, s'est lancé franchement dans l'action, inspiré par des motivations morales. De Gaulle, pour obtenir le soutien de l'armée, dut faire une réhabilitation publique de ses adversaires. Amnistie pour le général Salan, le retour de Bidault et du colonel Le Chevroy, tortionnaire d'Algérie. Réhabilitation de Pétain, le héros de Verdun, et accusation du Parti communiste de porter la responsabilité des événements. Surtout de ne pas avoir prévu, pareil pour les syndicats. Au cours de l'histoire, les choses excellentes ne durent pas très longtemps. Les révolutionnaires ne font pas des révolutions, ils s'emparent du pouvoir. Ils savent quand c'est la rue et quand c'est leur tour de s'emparer du pouvoir. Le mouvement étudiant de 68 a réussi à diviser l'opinion publique. Notre siècle a totalement transformé le statut de l'homme. Il est désormais un membre d'un ensemble qui le dépasse et dont il ne peut s'échapper. La technique prend de plus en plus d'importance. Ce monde est celui des pires violences et de la barbarie généralisée. Hannah Arendt, du mensonge à la violence. Merci.